Cette bibliothèque de M. T, on devait dire de messieurs T, puisqu'ils sont trois générations, amène à penser ce que c'est que le rôle d'un collectionneur. Comment se fait-il que pendant 3 générations, 3 personnes se soient intéressées à peu de choses près au monde de la littérature 17e et 18e, et plus précisément encore aux conteurs et fabulistes. J'intègre dans fabulistes et conteurs des écrivains de la fin 18e comme Restif de la Bretonne, qui est un fameux conteur lui aussi. Cette bibliothèque constituée donc lentement, pendant presque 100 ans, a réuni des ouvrages d'une qualité souvent exceptionnelle, des La Fontaine en marocain, des Molière en marocain aux armes, a réuni également toutes les meilleures éditions illustrées de ces auteurs et d'autres classiques, a su réunir l'édition originale des Pensées de Pascal, un exemplaire tout à fait remarquable, mais aussi certains ouvrages de femmes. C'était aussi une des tendances de ces collectionneurs de s'intéresser aux femmes d'écrivains, comme Madame de Villedieu, comme Madame de Sévigné, comme quelques autres. Et je crois qu'un tel ensemble dégage réellement un sentiment profond d'amour du livre. Cet amateur, qui nous a proposé cette bibliothèque, est extrêmement compétent bibliophile, aime ses livres, connaît ses livres par cœur. Les livres présentés là sont une petite partie de la bibliothèque, mais prenant au hasard n'importe quel de ces volumes dans sa bibliothèque, il peut vous dire qu'à la page 23, il y a une erreur typographique, et à la page 207, une correction manuelle. C'est absolument extraordinaire. Je crois qu'on a vraiment là le type même du collectionneur, du grand collectionneur de notre siècle, tel qu'il aura peut-être plus tard, puisque maintenant on s'intéresse plus à des ouvrages plus simples, plus démonstratifs. Là, on a des textes importants, parfois très complexes dans les tirages, et tout ça choisi avec un goût formidable, remarquable et presque unique. On a appelé cette bibliothèque Fabulae, on aurait pu l'appeler aussi, pourquoi pas, bibliothèque singulière, même qui a été faite avec 3 générations. Pour montrer l'exigence de ces collectionneurs, j'ai choisi trois ouvrages très différents. Vous avez ici un Restif de la Bretonne, Le paysan perverti, 1776, première édition. On sait que dans cette édition, illustrée par les gravures de Binet, il y a eu quelques problèmes au moment de l'édition, puisque des gravures étaient considérées comme trop érotiques, et elles ont donc été supprimées et remplacées par des gravures censurées. On a par exemple la gravure d'un ecclésiastique en train de regarder des gravures érotiques dans un atelier de graveur, et dans le second tirage, cette figure de l'ecclésiastique est remplacée par un petit marquis en costume de marquis, ce qui est beaucoup moins choquant pour le censeur. L'exemplaire est relié en plein marocain 19e, de très belle qualité. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple est très amusant aussi pour montrer le réel amour de ce monsieur T pour ses livres et aussi pour les gens qui ont possédé ces livres. On reconnaît chez lui un intérêt particulier pour Madame de Pompadour. Ce n'est pas le seul, me direz-vous, mais aller aussi loin dans l'affection, dans l'intérêt que l'on porte à Madame de Pompadour, c'est assez exceptionnel. On a ici entre autres l'exemplaire des Vendanges de Bretigny, qui est un petit ouvrage rarissime du XVIIIe siècle, racontant les Vendanges de Bretigny. Cet exemplaire porte ici les armes de la Pompadour. Il a aussi à l'intérieur une provenance formidable qui est celle de Crozat. Or, on sait que la Pompadour a acheté ses livres en partie chez Crozat. D'ailleurs, cet ouvrage se trouve au catalogue Crozat et au catalogue Pompadour dans leur vente au XVIIIe siècle. Et pour montrer son attachement à cette Pompadour, M. T, qui n'avait chez lui qu'un seul almanach royal, a acquis cet almanach de l'année 1757, et il a acheté cet almanach
relié par Dubuisson, ça n'est pas rien, parce que c'est les premiers almanachs dans lesquels figure Madame de Pompadour parmi les dames de la cour. Troisième exemple de la finesse d'un collectionneur. Vous avez ici cette édition célèbre des Contes de La Fontaine, les Contes de Valenvers, Amsterdam 1767, que tout le monde connaît par ces très belles illustrations qui sont en premier tirage. L'exemplaire est tiré sur un papier fin d'Auvergne, ce qui n'est pas rien. C'est une des éditions les plus célèbres et les plus célébrées du XVIIIe siècle. Eh bien, l'exemplaire choisi par M. T a été l'exemplaire relié par De Rome, dont on voit ici le fer à l'oiseau très reconnaissable, et De Rome est connu pour avoir relié effectivement les quelques exemplaires de tirage de tête. Donc on a là l'un des plus attirants exemplaires de ces Contes de La Fontaine, édition célèbre, dans un état parfait et avec toutes les conditions requises pour être un exemplaire extraordinaire. Je pourrais continuer longtemps comme ça, hein, quels que soient les ouvrages que l'on prend, on aura effectivement une petite remarque qui fera que, ah, il y a un plus. Je prends ça par hasard, par exemple. On voit ici donc ce fer, ce supralibros à la tortue, c'est le supralibros de Lusarche, qui était un grand collectionneur 19e, et qui a été conservateur de la bibliothèque de Tours, et qui a été aussi maire de Tours. Et cette reliure en marocain avec le supralibros de Lusarche se trouve sur la première édition en 4 langues des provinciales, 1684. Publié à Cologne. Encore un exemplaire parfait ou pratiquement parfait, et avec en plus le petit point qui fait qu'on ne peut que s'y attacher encore plus. On a dans cette bibliothèque également des choses étonnantes comme celle-ci. Là, il s'agit d'un manuscrit du XVIIe siècle, qui semble très modeste. C'est un texte formidable, c'est l'histoire amoureuse des Gaules, intitulé ici « Histoire amoureuse de France ». Cet ouvrage donc, a été publié, d'abord a circulé pendant des années sous le manteau, parce qu'il parlait des amours de la cour, qui étaient des amours quand même assez 17e, on n'est pas au 19e siècle, hein, c'est vraiment des choses assez vivantes, si je puis dire. Et l'exemplaire, un des manuscrits a atterri chez un libraire et imprimeur hollandais, qui en a fait aussitôt une édition, l'édition originale, qui est rare, mais qui se trouve là. Voilà. Il s'agit bien sûr de Bussy-Rabutin, hein, j'ai oublié de vous le dire. Pardon, il se trouve là, voilà. L'exemplaire, donc, Histoire amoureuse des Gaules, paru de manière anonyme à Liège, mais ce n'est pas vraiment Liège. Cette édition à la Croix, ici, donc, est la première édition originale. Il y a 5 ou 6 tirages la même année. On a à la fin, donc, la clé pour les personnages. Le roi, c'est Théodote, Madame d'Olonne, Ardélise, etc., etc. On a ici tous les noms donc, des personnages, mais les premières éditions donc, paraissent sans ce feuillet de table qui est ajouté ici donc, dans la première édition et qui était ensuite censuré. Au bout de 6 éditions, donc, la diffusion est pratiquement européenne, la France en est couverte, et donc ces manuscrits, qui sont plus coûteux, deviennent inutiles, et donc on n'aura pas de manuscrit après 1666. On peut donc considérer le dater de 1666 au plus tard. Mais donc là, on a encore un exemple de la finesse de ce monsieur T, qui a ajouté à l'édition originale d'un texte pas courant du tout, dans cette édition-là, un manuscrit original de l'époque.